Nous avons vu précédemment que l'hypothèse du commencement de l'univers est tout à fait crédible du point de vue intellectuel, et que, contrairement à ce que certains racontent, l'état de l'art scientifique ne réfute en rien l'hypothèse d'une intention divine à l'initiative de la création du monde. D'une façon encore plus frappante, nous allons voir que l'univers tel que nous l'observons, avec ses astres, ses planètes et ses organismes, a été finement réglé. Commençons donc par le commencement, puisque nous avons vu que cette hypothèse était hautement probable. Il y a 14 milliards d'années, l'univers tout entier était contracté dans un volume ridiculement petit d'environ 10 puissance moins 35 mètres. Puis, ce que l'on appelle le Big Bang désigne l'explosion de cet espace tout petit pour donner lieu, ensuite, comme je l'ai dit 14 milliards d'années plus tard, ces astres, ces planètes, mais aussi mon petit chien Harry. C'est un petit peu dégueulasse de vous prendre par les sentiments, mais enfin, je me dis que la magnificence d'une telle créature est à elle seule une preuve de l'existence de Dieu. Blague à part, la succession des événements qui séparent le mur de Planck de l'apparition de mon petit chien Harry est décrite par les équations de la relativité générale d'Einstein et du modèle standard de la physique des particules. On peut déjà s'émerveiller du fait qu'il existe un ordre apparent dans l'univers et que cet ordre-là peut être très bien décrit par des équations mathématiques. Et d'ailleurs, c'est un argument qui motivera certains physiciens et d'autres mathématiciens à attribuer une forme d'existence platonique aux objets mathématiques, leur attribuant par là, oui, une existence qui serait transcendante à la matière, indépendante de l'univers. Une équation bien connue est E égale mc au carré. Et en fait, ce que vient d'écrire une telle équation, c'est que l'énergie est liée à la masse par un facteur multiplicatif, ici la célérité, la vitesse de la lumière, élevée au carré. Mais ce qui est peut-être encore plus frappant, c'est que toutes ces équations physiques reposent sur des constantes bien précises, bien réglées, telles qu'une toute petite variation entraînerait tout un lot de désastres pour l'apparition de la vie. Et quand je parle de la vie, je parle de toute forme de structure autonome capable de se répliquer, et pas simplement d'organismes à base de squelettes carbonés, car si les quarks ou les neutrons se volatilisaient, alors aucune forme de vie ne serait possible. Laissez-moi maintenant dérouler le fil de la constitution de l'univers pour vous montrer à quel point tout cela est si finement réglé. À partir de 10 puissance moins 35 secondes, c'est-à-dire très peu de temps après le mur de Planck, l'univers tout entier entra en inflation, c'est-à-dire qu'il explosa et que son volume fut multiplié par 10 puissance 26 en moins de 10 puissance moins 32 secondes. Le volume de l'espace fut multiplié par 1 milliard de milliards de milliards en moins de 1 milliardième de milliardième de milliardième de seconde. Des millions. Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Après 10 puissance moins 12 secondes se fixent les 4 forces fondamentales que sont la gravité, la force électromagnétique et les 2 forces nucléaires que sont la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. L'espace continuant son expansion, il devint suffisamment froid à partir de 10 puissance moins 6 secondes pour que des particules plus lourdes puissent se former, comme les protons ou les neutrons. Et là où la durée de vie d'un proton, si on le laisse comme ça vaguer dans l'univers, peut être très très longue, la durée de vie d'un neutron, quant à elle, est beaucoup plus faible, de l'ordre de 15 minutes. Cela signifie que pour que les neutrons puissent subsister dans l'univers, ils ne disposent que de 15 minutes pour s'associer à d'autres protons, sans quoi ils disparaîtraient complètement, et donc pas d'atomes, pas de molécules, pas de vie dans l'univers. Or, l'association des protons avec les neutrons n'est possible qu'en dessous d'un certain niveau de température. Et la température de l'univers est une fonction de sa vitesse d'expansion. Autrement dit, la vitesse d'expansion de l'univers est un de ces paramètres finement réglés, sans quoi les neutrons auraient potentiellement pu se volatiliser, faute de pouvoir s'associer aux protons dans ce laps de temps très court de 15 minutes, et donc la formation des atomes et puis des molécules n'aurait absolument pas été possible. Donc la vitesse d'expansion de l'univers est un paramètre extrêmement important pour ne serait-ce que la formation des astres, mais encore plus pour l'apparition de la vie. Seulement, c'est juste un petit exemple et il existe plein d'autres paramètres qui sont essentiels. Par exemple, changer les forces nucléaires aurait complètement bouleversé l'univers à tel point qu'il aurait été complètement dysfonctionnel. Et d'ailleurs, Stephen Hawking lui-même, qui n'est pas vraiment reconnu pour son prosélytisme créationniste, tiendra les propos suivants. Si la force nucléaire forte qui agit comme une sorte de colle à l'intérieur des atomes était de 2% plus élevée qu'elle ne l'est, la fusion de l'hydrogène deviendrait impossible. Donc pour compléter, pas d'hydrogène, pas de carbone, pas de vie, pas d'Harry. L'horreur. Maintenant, faisons un bond de 380 000 ans après le mur de Planck.
L'espace ayant continué son expansion, il est suffisamment grand et donc suffisamment froid pour que les électrons puissent s'associer aux protons. La lumière peut enfin circuler librement sans être gênée par ces électrons libres. Au passage, c'est cette même lumière primordiale dont on a parlé à l'épisode précédent et dont l'existence fut prédite par George Gamow en 1948 et ensuite découverte expérimentalement et de façon tout à fait fortuite en 1964 par Arno Penzias et Robert Wilson. La force de liaison entre un électron et un proton est la force électromagnétique. Cette force-là dépend de la constante de structure fine, souvent dénotée par la lettre grecque alpha. Et la valeur est d'environ 1 sur 137 et des poussières. Changer le 13e chiffre après la virgule de la constante de structure fine amènerait là aussi son lot de désastres pour la vie. Par exemple, si vous l'augmentez ne serait-ce que très légèrement, alors les protons qui ont la même charge positive se repousseraient encore davantage, et ce serait bien plus difficile de créer des noyaux stables dans les atomes. A l'inverse, si vous diminuez ne serait-ce que d'un pouillème cette constante de structure fine, alors vous réduirez la force de liaison entre les électrons et les protons. Là aussi, ça amènerait un lot de désastres considérables pour les liaisons moléculaires, par exemple. Si nous continuons maintenant le filigrane jusqu'à 1 milliard d'années, nous assisterions à la formation des premières étoiles, indispensables à la création du carbone. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi est-ce que le carbone est si important à la vie. La première raison est que le carbone admet 4 liaisons chimiques, permettant de créer des structures complexes. La deuxième raison est que c'est l'atome le plus léger parmi tous les atomes permettant 4 liaisons chimiques. Et la troisième raison est que sa configuration électronique admet des niveaux d'énergie très bas, permettant par là de créer des liaisons moléculaires à base de carbone très très solides. Quand on regarde la complexité d'une cellule ou d'une bactérie, le carbone apparaît vraiment comme un atome de choix pour l'apparition de la vie. Et comme par hasard, sa nucléosynthèse tient du miracle. Ouais, comme par hasard! En fait, le carbone n'a pas pu être créé au moment du Big Bang puisque l'univers s'est refroidi trop rapidement. Et cela provient de la vitesse d'expansion qui, encore une fois, a été finement réglée pour permettre aux neutrons de s'associer aux protons dans un laps de temps de 15 minutes. Sans quoi il n'y aurait de toute façon pas eu d'atomes et donc encore moins de carbone. Donc à supposer qu'il y a un créateur, je dis ça, je dis rien, il a nécessairement fallu trouver un autre truc pour permettre l'apparition du carbone si ce n'était pas au moment du Big Bang. Et en fait, le carbone est produit en masse au cœur des étoiles. Au départ, Hans Bethe travailla sur ce problème et détermina qu'il ne fut pas possible de créer d'atomes plus lourds que l'hélium au cœur des étoiles, sinon à celles atteignant environ 1 milliard de degrés. Et 1 milliard de degrés, en fait, il n'existe que très peu d'étoiles atteignant de tels niveaux de température. À titre de comparaison, notre Soleil est d'une température d'environ 15 millions de degrés. Mais un peu plus tard, avec les progrès de la mécanique quantique, Edwin Salpeter montra qu'il fut possible de créer du carbone à des températures beaucoup plus basses à partir d'une réaction triple alpha. Une réaction triple alpha consiste en la fusion de 3 atomes d'hélium. Regardons un petit peu en détail ce qu'il se passe. D'abord, il faut que 2 atomes d'hélium fusionnent ensemble pour donner du beryllium. Et le problème, c'est que le beryllium est très instable. Il disparaît en seulement 10 puissance moins 17 secondes, c'est-à-dire 10 milliardièmes de seconde. Pour que le carbone puisse se former, il faut donc que fusionne un nouvel atome d'hélium avec ce beryllium très instable qui disparaît très rapidement, donc dans ce laps de temps très court, et cela n'est possible qu'à des températures avoisinant les 200 millions de degrés. Le truc, c'est que des étoiles à 200 millions de degrés, certes, il en existe un peu plus que des étoiles à 1 milliard, mais ça n'est toujours pas suffisant pour expliquer l'abondance du carbone. Nos corps en sont pleins et il y en a plein l'univers. Donc il devait forcément exister un truc en plus pour booster l'apparition du carbone dans l'univers. C'est là que le physicien Fred Hoyle entra en scène. En fait, Fred Hoyle, alors que cela était tout à fait inconnu, prédit que pour que le carbone puisse exister dans les proportions que l'on observe aujourd'hui dans l'univers, il devait admettre un état excité aux alentours de 7,7 mégaélectrovolts. Bingo, un tel état excité existe bel et bien, il a été mesuré et vaut environ 7,654 mégaélectrovolts. Et c'est précisément parce que le carbone admet un tel état excité qu'il peut s'associer au beryllium indépendamment de son laps de temps très court. La nucléosynthèse du carbone n'est possible que parce qu'il admet un état excité aux alentours de 7,7 mégaélectrovolts et que cette quantité est vraiment finement réglée. Une petite variation empêcherait l'hélium de fusionner avec le beryllium 8 qui, là encore, disparaît dans un laps de temps très très court de l'ordre de 10 milliardièmes de seconde. Donc la valeur de cet état excité est finement réglée et d'une façon tout à fait suspecte d'ailleurs. Mais en ce qui concerne la nucléosynthèse du carbone, ça n'est pas tout, puisqu'une fois que le carbone existe, il est possible de fusionner un nouvel atome d'hélium pour donner de l'oxygène. Et en vérité, s'il n'existait pas là non plus un truc pour empêcher la formation en abondance de l'oxygène, alors tout le carbone nouvellement créé au cœur des étoiles disparaîtrait et se transformerait complètement en oxygène. Et si cela n'est pas le cas, c'est parce que ça tient là encore à des raisons bien précises provenant d'un réglage très très fin.
Le physicien Fred Hoyle commenta lui-même « Une interprétation de bon sens des faits suggère qu'un super-intellect a truqué la physique, ainsi que la chimie et la biologie, et qu'il n'y a pas de force aveugle dont il faille parler à propos de la nature. » Aujourd'hui, il y a même des publications scientifiques qui visent à estimer les probabilités d'apparition du carbone dans l'univers. Il y a même des simulations qui sont effectuées numériquement sur de gigantesques supercalculateurs. Je me permets de vous citer la conclusion d'un de ces papiers scientifiques. Les données actuelles de QCD semblent exclure l'hypothèse du non-réglage fin, dans la mesure où un décalage de 0,5% dans la masse des quarks légers éliminerait toute vie basée sur la liaison carbone-oxygène de l'univers. D'autre part, une telle forme de vie pourrait possiblement persister jusqu'à 7,5% de décalage pour la constante de structure fine alpha. Bon, en ce qui concerne la nucléosynthèse du carbone, nous étions arrivés à 1 milliard d'années à peu près après le Big Bang. Maintenant, si nous continuons jusqu'à la fin, eh bien, un des événements qui suit toute cette phase est l'explosion des premières étoiles en supernova, à partir desquelles se forment donc tous les éléments lourds du tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Le Soleil fut ensuite créé au bout de 9 milliards d'années, puis notre système solaire, avec la Terre sur laquelle on habite 13,8 milliards d'années après le Big Bang. Vous l'aurez compris, une telle succession des événements n'est possible que parce qu'il y a eu des lois physiques avec des constantes finement réglées pour le permettre. Si par exemple vous changez ou augmentez la valeur de la constante gravitationnelle ne serait-ce que d'un tout petit peu, alors les étoiles brûleraient trop vite et les galaxies s'effondreraient très certainement en trous noirs. Vous voyez bien que les chances pour l'apparition ne serait-ce que d'une planète sont extrêmement minces, et pourtant j'ai omis le paramètre le plus important, la constante cosmologique. That's the one which is really on a knife edge. Okay? It is on such a narrow knife edge that it's almost inconceivable if you were to change it just the tiniest bit, we couldn't be here. Comme mentionné dans l'épisode précédent, Einstein avait introduit une constante cosmologique dans les équations de la relativité générale pour corroborer les prédictions mathématiques avec la vision communément partagée d'un univers stationnaire pour l'éternité. Remis dans l'état de nos connaissances de l'époque, l'ajout de cette constante cosmologique était bel et bien une erreur. Simplement, nous savons aujourd'hui que l'espace s'étire en accélérant. Et en fait, il est nécessaire d'introduire une constante cosmologique. Simplement, à l'époque, Einstein l'avait fait pour de mauvaises raisons. Et aujourd'hui, cette constante joue un rôle d'antigravité, pour éviter que l'univers finisse par s'effondrer sur lui-même dû à la densité de matière. Mais cette constante est extrêmement petite, elle est de l'ordre de 10 puissance moins 123, c'est-à-dire un zéro avec 122 autres zéros après la virgule. Augmenter cette constante cosmologique d'un tout petit peu, et l'espace s'étirerait trop vite pour que les étoiles puissent se former, ou alors les atomes se désintégreraient beaucoup trop rapidement, bien avant que la vie ne puisse apparaître. Laissez-moi faire une petite comparaison. Supposons maintenant que nous appliquions un maillage à la superficie française de 633 millions de mètres carrés. C'est-à-dire que nous recouvrons la France de plein de petits carrés d'1 mètre carré. Si vous actuellement visionnez cette vidéo depuis le sol français, alors vous occupez un de ces carrés. Si maintenant je m'amusais à lâcher ce stylo du haut de la stratosphère tout en haut de la France, la probabilité pour qu'il tombe sur votre petit carré à vous est de l'ordre de 2 chances sur 1 milliard. Maintenant, la probabilité pour que ce stylo vous tombe sur la gueule 10 fois d'affilée est de 10 puissance 80, d'une chance sur 10 puissance 80. Si cela se passait et que ce stylo vous tombait sur la tête 10 fois d'affilée, parleriez-vous d'un hasard ? Eh bien, sachez que le réglage de la constante cosmologique est encore plus fin que cela. Bon, en bref, vous avez vu que les valeurs de toutes ces constantes physiques sont finement réglées. Donc oui, la constante cosmologique à elle seule est étonnamment bien réglée, la constante de structure fine l'est aussi, pour les forces nucléaires faibles et fortes, c'est la même chose, mais imaginez simplement maintenant le cumul de toutes ces probabilités. Pour que l'ensemble de ces constantes physiques donne lieu à un univers fonctionnel capable de faire apparaître la vie. Les probabilités sont juste folles, ce n'est même plus de l'ordre de l'infinitésimal, c'est juste abyssal. Croire que cela puisse simplement apparaître du hasard à quelque chose d'assez irrationnel. Et d'ailleurs, je me permets aussi de préciser qu'il est tout à fait possible que ces constantes physiques aient d'autres valeurs. D'ailleurs, il y a même des simulations qui sont faites sur des supercalculateurs avec des univers disposant de paramètres complètement différents avec des constantes réglées totalement différemment. Ce sont des univers viables, mais qui ne sont pas capables de faire apparaître des astres, des planètes, et encore moins la vie. Simplement, ce sont des univers qui mathématiquement sont viables et qui auraient très bien pu exister. Ils auraient eu une forme complètement différente de la nôtre. Simplement, des formes d'univers comme celle-ci, eh bien, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elles puissent faire apparaître du carbone et donc des structures moléculaires complexes capables de se répliquer. It seems, and we don't completely understand why,
that the laws of physics, laws of cosmology, laws of how the universe evolved, seem to be very special. Of course they're special. Everybody would expect them to be special, but they're special in a way that's unexpected. They seem to be special in the way that is just very, very conducive to our own existence. The laws of physics could have been very different. You could imagine a world that didn't have electrons in it. There's nothing wrong with that in the basic theory of the mathematical theory of physics. You could just throw away the electron. What would happen if you threw away the electron? No chemistry. No atoms, no chemistry, no biology, no people to ask the question. Car oui, jusqu'ici, nous avons parlé des constantes physiques, mais absolument pas des probabilités d'apparition de la vie. Parce que l'apparition d'une cellule de vie à partir de matière inerte semble, là aussi, tenir d'un réglage très très fin, et ne semble absolument pas provenir du hasard. La biogénèse, c'est-à-dire l'apparition de ces premières unités de vie à partir de matière inerte, est aujourd'hui encore très mal comprise et n'a jamais été reproduite par l'expérience scientifique. La sélection naturelle est une théorie scientifique qui aide à comprendre le passage d'une espèce à une autre, par exemple. Mais elle ne semble pas être un outil d'analyse crédible pour expliquer le passage de l'inerte au vivant. Il semble hautement improbable que l'homme, ou ne serait-ce qu'une cellule, avec leur notable complexité, ait pu apparaître simplement à partir de mutations aléatoires dépourvues de principes téléologiques, d'une façon tout à fait aveugle pour ensuite donner lieu à des individus dotés de conscience et de volonté. Et pour tous ceux qui seraient tentés de me réduire à un méchant créationniste débile pour cette dernière phrase, je me permets quand même de vous citer Roger Penrose dans son livre The Emperor's New Mind. À tout le moins, les choses semblent mieux s'organiser qu'elles ne devraient sur la base d'une évolution et d'une sélection naturelle aveugle. Comme rappelé par Mathieu Lavagna dans son excellent livre de réponse aux zététiciens, disponible d'ailleurs gratuitement sur internet, les biologistes Barrow et Tipler listent 10 étapes clés pour l'apparition de la vie que je me permets de vous citer maintenant. L'apparition de l'ADN, la respiration aérobie, la formation de l'acide pyruvique, la photosynthèse autotrophe, l'apparition des mitochondries, la formation du complexe centriole kinétosome undilipodia, l'apparition d'un précurseur de l'œil, le développement d'un endosquelette, l'apparition du phylum des chordés et l'évolution de Homo sapiens dans l'évolution des chordés. Ces mêmes biologistes ont calculé que pour que ne serait satisfaite qu'une de ces 10 étapes, aléatoirement, en fait il faudrait attendre plus longtemps que la durée de vie du Soleil. Donc pour que ces 10 étapes soient toutes satisfaites, avant l'extinction du Soleil, la probabilité est extrêmement mince, sinon infinitésimale. Un dernier exemple illustratif est la loi de Moore biologique. Initialement, la loi de Moore vise à décrire en informatique l'évolution de la complexité d'un processeur, c'est-à-dire qu'on sait que le nombre de transistors double par an, et de telle sorte que la puissance d'un processeur tend à augmenter exponentiellement dans le temps. Ce que l'on peut faire d'intéressant avec la loi de Moore, c'est que, en partant de la complexité actuelle d'un processeur, on peut retrouver la date d'apparition du premier processeur. En biologie, on peut faire à peu près la même chose. On peut indexer la complexité du génome des espèces dans le temps, et on peut faire aussi la même chose, c'est-à-dire qu'on peut remonter la loi de Moore biologique, comme en informatique pour déterminer le premier processeur, mais pour déterminer la date d'apparition du premier organisme vivant. Eh bien, si l'on fait ça avec la loi de Moore biologique, on trouve que le premier organisme vivant aurait dû apparaître il y a 9,5 milliards d'années, c'est-à-dire 5 milliards d'années avant l'apparition de la Terre. Cela semble être une absurdité dans la mesure où il semble que la Terre devait déjà exister avant l'apparition de la vie, à moins de prendre parti pour une contamination extraterrestre et donc de la propagation de la vie à partir d'une comète peuplée de bactéries par exemple. Bon, personne n'a la réponse à toutes ces questions et je ne m'étalerai pas sur les chiffres, mais il semble que les probabilités engagées dans l'apparition de la vie sur Terre sont encore plus minces que pour toutes les constantes physiques. Et la biogénèse semble être effectivement, là aussi, un mécanisme finement réglé dans l'intention préméditée de faire apparaître la vie. En conclusion, le réglage fin de notre univers est soit un coup de bol extrêmement improbable, soit une intention créatrice dans le but de faire émerger la vie. Mais qui dit intention extérieure à l'univers dit aussi intelligence. Dieu quoi.
Là aussi, je précise que Dieu n'est pas là pour combler un manque de connaissances, parce qu'effectivement, là où peut-être certains ont eu le travers de vouloir accoler Dieu dans tous les phénomènes physiques, je pense que les athées ont aussi le travers de réduire tous les arguments des théistes à des soi-disant God of the Gaps, c'est-à-dire des dieux bouche-trous. Ici, ce que l'on dit simplement, c'est qu'on est capable de quantifier certaines probabilités, on est capable d'estimer des variations de paramètres sur des constantes cosmologiques et d'étudier les différents univers que cela donnerait. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il n'existe finalement qu'une toute petite fenêtre d'univers viable capable de faire apparaître la vie, et la taille de cette fenêtre est certainement infinitésimale. Donc l'hypothèse d'une intention derrière l'apparition de la vie est bien plus rationnelle, bien plus crédible intellectuellement que juste l'hypothèse selon laquelle tout cela proviendrait d'un gigantesque coup de shaker où finalement on tomberait sur les bons paramètres et que à la fin des fins on obtiendrait des êtres aussi beaux et magnifiques que mon petit chien Harry. D'ailleurs, je suis persuadé que la science nous donnera une réponse dans les années à venir, ou du moins des bribes de réponse quant à cette abiogénèse par exemple, et qu'elle permettra de décrire la façon dont la vie est apparue à partir de matière inerte. Simplement, je ne serais pas du tout étonné si les probabilités engagées sont extrêmement minces, et que plus on avance dans la recherche, plus finalement on se rend compte qu'il y a des principes, des mécanismes qui existent comme pour faciliter l'apparition de la vie. Et tout cela est le témoignage d'une intention créatrice de Dieu. Et d'ailleurs aussi, certains seront tentés de faire appel au multivers pour faire croire que finalement nous ne serions que dans un univers parmi une palanquée d'autres univers. D'ailleurs, il faudrait qu'il existe un nombre d'univers absolument conséquent et inimaginable pour que ne serait-ce qu'un seul d'entre eux puisse tomber sur les probabilités telles qu'on les connaît aujourd'hui. Qui dit multivers dit expansion en moyenne, qui dit nécessité d'un point de départ temporel, d'un commencement, d'après le théorème de BGV, et donc il faudrait aussi répondre à la question du commencement de l'univers, et là il n'y a que deux options, je les rappelle, soit un univers qui se forme à partir de rien, ou soit alors qu'il ait été causé par un être extérieur à lui-même, transcendant autant à l'espace et aussi immatériel. Chers amis, au regard de toutes ces probabilités engagées derrière la formation de l'univers et de l'apparition de la vie à partir de matière inerte, je pense que l'on peut conclure que l'intentionnalité d'un réglage fin de la part d'une entité créatrice est hautement plus rationnelle que l'hypothèse d'un processus aléatoire. L'hypothèse d'une intention créatrice de la part de Dieu dans la formation de l'univers et dans l'apparition de la vie à partir de la matière inerte est une piste rationnelle, est la piste la plus crédible intellectuellement.